Existe-t-il, derrière le monde réel, ce monde que nous connaissons, un autre monde invisible, échappant à notre contrôle et à notre compréhension? Cette question est l'une des plus anciennes interrogations de l'humanité. La pensée occidentale a choisi la science et la raison comme système de réponse. D'autres, ailleurs, ont conservé les enseignements millénaires et irrationnels de nos ancêtres. Essayant de comprendre sans juger, et simplement attentif à ce que nous ressentions, Patrick de Wilde, photographe et écrivain, et moi-même, avons pendant 3 ans sillonné la planète à la rencontre de ceux dont la mémoire plongeait ses racines dans les premiers temps de l'humanité. À la rencontre de ces magiciens guérisseurs, de ces sorciers maîtres des mystères, les chamans. Ici, en Mongolie, la vérité ne se réduit pas au tangible. Ici, il n'y a pas de barrière entre les mondes du réel et de l'imaginaire. Le vivant et le mort, l'animal et l'humain, la terre et le ciel se combinent et se répondent dans un dialogue qui dure depuis plus de 9000 ans. La pratique chamanique s'est construite sur une conception animiste du monde, qui attribue une âme à chaque chose. Pour bon nombre d'anthropologues et d'historiens, le chamanisme serait la pratique spirituelle originelle de l'Homo sapiens et la source de toutes les conceptions mystiques ultérieures. Gana, le musicien, est notre pilote. Grâce à lui, à Bagui, notre interprète, et à quelques mois de démarche, nous avons réussi à mettre sur pied notre séjour chez Baltan Zeiran, chaman de grande réputation. Panne, enlisement, routes impraticables, il nous a fallu 5 jours, coincés dans la vieille Jeep russe, pour couvrir le millier de kilomètres qui nous séparait du village de Tsagan Nour, notre première étape. Sous Gengis Khan, le chamanisme avait le rang de religion d'État. Il disparut plus tard, pourchassé sous les occupations mandchoues, puis soviétiques. Certains chamans purent cependant survivre en se réfugiant dans les montagnes du Nord, à la frontière sibérienne. Le professeur Pourey Vodgony, spécialiste du chamanisme mongol, nous avait dit « C'est là-bas, dans les vallées de Dalkad et de Tsatan, que vous pourrez trouver les derniers vrais chamans, s'il en existe encore. » C'est là que nous allons. Namgyel Suren est la première chamane que nous filmons. Rien n'inspire chez elle la sorcellerie, mais plutôt la bonhomie et l'authenticité. Elle exerce cette fonction pour son clan depuis une 40aine d'années. À 77 ans, elle n'a jamais quitté la vallée de Tengis. Elle soigne et apporte des réponses aux problèmes des uns et des autres. Elle est chamane comme d'autres sont pêcheurs ou éleveurs. Après avoir invoqué les 3 esprits protecteurs de son clan pour qu'ils assurent le bon déroulement de notre voyage, elle nous parle de sa vie. J'avais 14 ans et un jour, j'ai senti tous mes membres se durcir comme du bois et trembler, et puis je suis tombée, évanouie. Mes parents ont appelé un chaman, en cachette, à cause des communistes qui les tuaient ou les envoyaient au goulag. Le chaman lui révéla qu'un esprit l'habitait et attendait quelque chose d'elle. Elle apprit à vivre avec ses crises, jusqu'à ce qu'un jour de 1964, la force qui la tétanisait lui ordonna de devenir chaman. Je ressentis une brûlure dans le ventre, puis une voix m'a parlé.
C'était comme dans un rêve. Elle m'a dit que je serais paralysée pour toujours si je n'obéissais pas à son ordre. Depuis, je n'ai plus eu mal. D'abord une maladie mystérieuse qu'un éclairage psychanalytique pourrait apparenter à l'hystérie. Puis une guérison miraculeuse aboutissant à une promotion au sein du clan. En reprenant la route, nous ne pouvons nous empêcher de spéculer sur l'aventure de Namjil Suren, même si nous savons qu'ici, la fonction de chaman n'apporte aucun bénéfice réel et qu'elle est davantage vécue comme une charge supplémentaire que comme une ascension sociale. Après avoir traversé une nouvelle immensité, nous arrivons à notre nouveau lieu de séjour. Une yourte qui nous est destinée est en cours de montage. Nous sommes ici dans le berceau du chamanisme. Le terme de chaman vient des Tungus, une ethnie vivant à la frontière de la Mongolie et de la Sibérie. Tsa-man, en langue tungouse, veut dire celui qui sait, celui qui voit. Baltan Zeran est l'un de ceux-là, et, nous a-t-on assuré, l'un des meilleurs et l'un des derniers. Sa réputation s'étend bien au-delà de son voisinage, ce qui l'oblige parfois à abandonner sa famille et son élevage pour parcourir des dizaines de kilomètres à cheval afin de soigner un malade. Même si la rencontre a été préparée par nos contacts et qu'il attendait notre arrivée, la communication avec Baltan n'est pas immédiate. Comme le veulent les lois de l'hospitalité nomade, Douji, sa femme, nous convie à partager le su tai tsai, du thé au beurre salé et au lait de jument caillé. La yourte baigne dans une odeur de yak et de bois brûlé. Dehors, la pluie tombe. Baltan fume sa pipe, échangeant parfois quelques mots avec Bagui, notre ami interprète, comme indifférent à notre présence. Peut-être s'est-il donné le temps de nous jauger, car tout à coup, le chaman se met à parler et nous raconte son histoire. Alors qu'il avait 14 ans, Baltan a été pris d'une grande fièvre qui l'a plongé dans le coma. C'est comme si j'étais accroché au ciel au-dessus d'une montagne. Quand je suis revenu à moi, j'avais un autre sentiment de la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais devenu indifférent aux choses qui m'entouraient. Mes camarades ont pensé que j'étais devenu fou. Mais mon grand-père m'a donné une guimbarde et une bourse en peau de reine aux vertus magiques. Une nouvelle fois, la maladie intervenait dans le processus chamanique. Comme si, en surmontant cette épreuve, le chaman recevait ses pouvoirs. Baltan s'est levé et se recueille devant des photos. Il demande à son grand-père l'autorisation de nous montrer les objets sacrés, chuchote Bagui. Il tire d'un paquet un enchevêtrement de nattes de tissu coloré et de tresses en peau de reine. C'est un manjig. Il est similaire à celui de Namjil Suren. Les couleurs diffèrent selon la nature des esprits qui l'habitent. À nouveau, il va se recueillir, caressant le manjig ou le portant à son front. Pendant un long moment, il va ensuite faire sonner sa guimbarde. C'est ainsi qu'il convoque les esprits. Mais rapidement, il met fin à la cérémonie et revient s'asseoir devant nous, visiblement ému, affecté. C'était dangereux pour moi et pour vous que je continue, dira-t-il un peu plus tard. On ne dérange pas les esprits pour rien. Je suis très scrupuleux, mais je ne suis pas un grand chaman. Les grands chamans ont disparu depuis longtemps. Mon grand-père, et plus certainement le grand-père de mon grand-père, méritait ce titre. Baltan nous décrit alors les supplices atroces que subissaient les anciens chamans lors de leur initiation. Cette description de l'initiation, que Baltan n'a pas vécue, corrobore les récits épiques que nous avons lus sur le sujet. Les temps ont changé, l'époque est aveugle. Les hommes s'attachent aux biens matériels et la culture ancienne meurt un peu plus à chaque génération. C'est le courage qui manque, le courage. Deux jours ont passé, Baltan attend un malade.
Il a accepté notre présence. La cérémonie commence à 1h du matin et va durer jusqu'à l'aube. Il n'y a malheureusement que très peu de lumière pour filmer, mais le chaman n'en veut pas davantage. La nuit est favorable aux esprits. Malgré leur mauvaise qualité, ces images sont uniques, car les chamans mongols ont presque entièrement disparu, et à notre connaissance, leurs cérémonies n'ont jamais été filmées. Pendant que son fils chauffe la peau du tambour, Baltan purifie le lieu et prépare les offrandes. Il boit ensuite un mélange de vodka, d'herbe et de lait, contenant 9 cailloux provenant de montagnes sacrées. Le mélange provoque des vomissements purificateurs. La cape de tissu s'appelle le gaun. Elle est garnie de queues d'animaux, de lanières de cuir et de 81 tresses colorées. Le masque, en feutre noir, est orné de miroirs de cuivre et de plumes d'aigle. La transe du chaman est imprégnée de la culture mongole tout entière construite sur le lyrisme de l'épopée. À l'instar des anciens cavaliers de Gengis Khan, le chaman voyage. Il traverse des plaines, franchit des montagnes et se bat, soutenu par ses animaux totems, contre des ombres qui l'assaillent. Le sanglier est l'animal totem favori de Baltan. Il l'invoque en imitant son grognement. De ce voyage qu'il accomplit sans aucune drogue, le chaman ne se souviendra pas. Il ne se souviendra que des recommandations à faire aux patients et des plantes médicinales ancestrales qu'il devra utiliser. Par le tambour, par la danse, Baltan nous transporte dans un monde imaginaire qui place la magie et le mystère sur le même plan que le réel. C'est ce pont jeté entre deux univers qu'il propose comme outil métaphorique aux patients, l'aidant ainsi à retrouver un équilibre personnel, à se relier à sa mémoire collective, à son histoire. Au bout de quelques heures, l'émotion que nous ressentons est très vive. Patrick, incapable de prendre une photo de plus, est par moments secoué par des sanglots dont il ne comprend pas l'origine. Moi-même, accroché à ma caméra, je perds conscience de ce qui se passe autour de moi, seulement hypnotisé par la danse du chaman. À notre départ, Baltan nous a offert des amulettes de pierre grise. Leur pouvoir vous enseignera la voie, nous a-t-il dit, en guise d'adieu.